Il y a des centaines, voire des milliers d'attaques. 4000 attaques sur notre système informatique. Vous mettez en cause la Russie. La Russie est en train de s'ingérer dans la campagne d'Emmanuel Macron. Vous seriez une cible du Kremlin. Aucun État étranger ne peut influencer le choix des Français. Le président français vient juste d'être élu. Il reçoit pour la première fois le président russe. Et la rencontre est polluée par un vilain soupçon. Monsieur Poutine, il y a eu cette affaire des hackers, peut-être russes, qui se seraient mêlés de cette campagne française. Comment je peux commenter un truc pareil? On dit, mais qui dit? Sur la base de quoi ils disent ça? C'est pas clair. Et puis, peut-être c'était les hackers russes, mais peut-être pas. Et de ça, vous voulez que je tire des conclusions? Xenia Fedorova, Russia Today France. Les journalistes russes ont eu des difficultés pour accéder à votre campagne. Comment vous allez traiter les journalistes étrangers? Merci. J'ai toujours eu une relation exemplaire avec les journalistes étrangers, encore faut-il qu'ils soient journalistes. Russia Today et Sputnik se sont comportés comme des organes d'influence, de propagande et de propagande mensongère, ni plus ni moins. Merci à vous. C'est une nouvelle guerre mondiale. Une guerre d'un genre nouveau, sans fusil ni canon. D'un côté, l'Ouest, qui voit ressurgir la menace russe. De l'autre, la Russie, qui a perdu la moitié de son territoire depuis la fin de l'Union soviétique et se sent agressée. Oui. Il va y avoir une guerre, vu ce qui se passe. Bien sûr. Il y aura une guerre. Vous vous battez pour votre pays. Vous êtes responsable pour votre pays. Donc de ce point de vue, toutes les idées, tous les moyens, toutes les possibilités sont les bienvenues. Les Russes vont apprendre à se battre avec de nouvelles armes. Aujourd'hui, des sites diffusent des fake news, des bots, des trolls qui peuvent falsifier l'opinion. Ils nourrissent des agents d'influence dans les partis politiques européens. Est-ce qu'il y a une guerre de l'information? Oui, il y a une guerre de l'information, c'est évident. Les guerres se gagnent bien plus aujourd'hui par, j'allais dire, par l'information que par des divisions de chars. Que le Kremlin ait cherché à faire du Front National la caisse de résonance de ses intérêts, c'est compréhensible. Et même de contrôler un peu ces amis-là. Après tout, on ne voit pas pourquoi un pays ne s'offrirait pas un relais d'influence. Pendant les élections, des trolls sont actifs sur Internet. Avec Trump, on a réussi notre coup. Il est président. Avec Marine, malheureusement, on a raté. Et ils ont même embauché Sam le pirate. Vous n'arrivez pas à faire le lien entre des roubles et des pubs politiques américaines et penser, il y a peut-être un truc qui cloche. Sénateur, c'est un signe qui aurait dû nous alerter. Difficile d'apporter des preuves, car cette armée sait effacer ses traces. C'est vous qui dites qu'il y a une guerre de l'information. Moi, je ne pense pas. Et s'il y en a une, vous êtes dans quel camp? Oh, mais je le reconnais, lui. C'est un agent américain. Ça fait longtemps que je le suis. Je vais appeler le FSB. Bref, ça ne va pas être facile. En mars 2017,
le président russe Vladimir Poutine invite officiellement Marine Le Pen, la candidate du Front National, au Kremlin. Dans 6 semaines, Marine Le Pen affronte Emmanuel Macron. Cette poignée de main est historique. Elle confère à Marine Le Pen une aura de future présidente. Je sais que vous êtes en pleine campagne électorale. Et je ne veux surtout pas interférer dans les élections françaises. Voilà, c'est dit pour les caméras. Vladimir Poutine ne se mêle pas de politique en France. L'homme qui a le plus œuvré au rapprochement entre le Front National et la Russie, c'est lui, Aymeric Choprade. Il était le conseiller étranger le plus influent de Marine Le Pen. On l'appelait le ministre des Affaires étrangères du Front National. Et puis, il a quitté le front. Mais il est toujours député au Parlement européen. Qu'est-ce qu'ils en attendaient, les Russes, d'un contact avec le Front National? La question, c'est le Kremlin. Je crois qu'un certain nombre de conseillers du président Poutine ont pensé à un moment donné, et dans ces années-là, jusqu'à peut-être la présidentielle de 2017, qu'il y avait une possibilité que le Front National puisse arriver au pouvoir. Le premier point commun entre le Front National et le Kremlin, c'est l'hostilité contre l'Union européenne. Les institutions européennes de Bruxelles, les médias, et ces prétentieux moralisateurs qui se présentent comme les élites, veulent nous faire croire que la France n'est plus rien, qu'elle n'est plus capable de rien. Sans l'Union européenne, sans l'Allemagne, sans les États-Unis. Et les électeurs du Front National sont souvent des admirateurs sans réserve de Vladimir Poutine. Avec Poutine, on peut s'entendre. C'est pas on a l'air de le caricaturer comme un despote et tout, mais non. Ce que j'apprécie dans la Russie de Poutine, c'est qu'il parle vrai, qu'il fait ce qu'il dit, et encore une fois, qu'il représente véritablement son peuple avec fermeté. Parfois, les opposants politiques qui meurent sous les balles un peu, ça arrive. Les opposants politiques qui meurent sous les balles, vous savez, il y en a partout. Hein. Il y en a en Amérique, il y en a en France, il y en a partout. Hein. C'est généralisé, ça. Et le fait qu'il y a des journalistes qui disparaissent, qu'en pensez-vous? Si les politiques arrêtaient de se faire calomnier par les médias, peut-être qu'il n'y aurait pas de journalistes qui disparaîtraient. C'est-à-dire les calomnies, les mensonges, ça. Et vous jouez avec le feu aussi. Les électeurs du Front National sont quelques-uns à être sous influence des médias russes, Russia Today et Sputnik. C'est une chaîne que vous regardez, RT? Oui, c'est sur Internet, je regarde pas la télé, moi, ils racontent que des conneries. Russia Today, je le regarde tous les jours. C'est là-dessus qu'on a les meilleures informations. Parce qu'elles sont plus crédibles que les informations françaises. Aujourd'hui, on nous dit certaines choses, on n'y croit pas. L'audience de Sputnik et RT dans le grand public est modeste, mais le président français les juge tout de même inquiétants. Russia Today et Sputnik ont été des organes d'influence durant cette campagne qui ont, à plusieurs reprises, produit des contre-vérités sur ma personne et ma campagne. Qui se cache derrière Russia Today et Sputnik? Leur siège est à Moscou et ils ont accepté de nous ouvrir leurs portes. Russia Today est une télé, Sputnik, un site web. Ils sont tous les deux accessibles sur Internet. Leur budget est comparable à celui des chaînes occidentales. Plus de 300 journalistes dans toutes les langues. Ils ont ouvert une chaîne à Paris en décembre 2017. Ils promettent 2 choses, dire ce qui est caché et questionner plus. Aujourd'hui, en ouverture du Journal Mondial, un nouvel épisode de la guerre de l'information. Ça se passe à Washington,
lors d'une visite du ministre des Affaires étrangères russe aux États-Unis. Lors de votre rencontre, est-ce que le président Trump a soulevé des inquiétudes concernant l'interférence russe dans les élections? Comme vous le savez, les agences de renseignement américaines ont accusé la Russie d'interférer dans les élections. Est-ce que M. Trump a parlé d'interférence russe? Je viens de vous dire que le président Trump a dit publiquement que c'était des histoires bidons. S'il vous plaît, donnez-nous au moins un fait et nous pourrons réagir. La chef mondiale de Russia Today et Sputnik, c'est Margarita Simonian, une jeune journaliste toute puissante. Dans la chaîne, on l'appelle M. Margarita a été formée aux États-Unis. Elle s'est jouée de tous les codes des médias modernes, y compris la satire. Это вот студия новостная, тут работает молодежь. О, Николай Павлович, все под контролем? Все под контролем, у меня не забалуешься. Понял? Все четко по инструкциям. Есть? Так точно. Зачистим. Служу России. Это Люба наша. Она работает только по инструкции из Кремля, между прочим. Все тут строго у всех. Vladimir Poutine a créé Russia Today en 2005. 10 ans plus tard, il triomphe. Aujourd'hui, Russia Today est la première chaîne sur YouTube. Nous avons dépassé 3 milliards de clics. Comme l'a montré Margarita, c'est un record absolu. Nous vous avons donné la chance de vous épanouir, de vous sentir libre. Et on ne vous force à rien, bien sûr. Vous travaillez librement. Vous célébrez l'esprit critique, la liberté d'expression, mais est-ce que vous pouvez critiquer le gouvernement russe ou le président russe? En aucun cas, je ne peux dire qu'en Russie, nous avons bâti une vraie démocratie, solide. Ici, il faut encore beaucoup pour améliorer la liberté d'expression et l'atmosphère pour rendre la critique possible. Mais à notre grande angoisse, nous avons compris que cela faisait seulement 25 ans que nous avions bâti la démocratie. Il y a encore 25 ans, nous étions un État totalitaire et communiste. Quand le président Poutine a créé cette chaîne, quelle était l'idée, la mission qui vous a été confiée? Nous sommes toujours très surpris. Pourquoi ce genre de questions n'est pas posé à France 24, Deutsche Welle, la BBC? Il n'y a que la Russie qui n'a pas le droit de faire ce genre de choses. Le fait qu'on nous demande tout le temps quelle est notre utilité, et cette question n'est jamais posée aux autres chaînes comparables, c'est un peu du racisme. On a un peu de mal à se comprendre. Je pensais que Russia Today avait une identité, comme parler de ce qui reste caché. C'est ce que vous vendez en tout cas. C'est juste du marketing en fait, ça veut rien dire du tout. Bien sûr que non. On considère qu'il faut faire entendre une autre voix, plus critique que celle des médias dominants, en exposant au public leurs erreurs, et qu'il existe une autre vision du monde. Questionner plus est la devise de RT. Mais il peut être dangereux pour un journaliste de questionner trop en Russie. Par exemple, Alexei Kongorov, un blogueur indépendant, a été condamné à 2 ans de prison pour avoir questionné les cibles des bombardements russes en Syrie. Monsieur Alexei Kongorov, détenu en Russie, c'est quelque chose que vous pourriez couvrir à RT ou Sputnik? Tout d'abord, on va vous envoyer cette information. Voici donc ce que RT a publié sur le blogueur russe emprisonné. Une brève, très brève, en russe uniquement. Rien dans les versions internationales. Et je vous serais reconnaissante de nous envoyer les articles de la BBC sur combien d'années leurs blogueurs restent en prison. Et vous,
Vous me montrerez ce que la BBC a écrit là-dessus. Je ne crois pas qu'il y ait des blogueurs en prison en Angleterre. Ah bon, vous ne savez pas? Des blogueurs? Vous avez un nom? Vous avez un nom? Après l'interview, on va vous envoyer des exemples. De blogueurs détenus dans des prisons anglaises. Oui, anglaises. Après notre départ, Margarita va nous envoyer un mail avec une dizaine de noms de jeunes Britanniques. On va vous envoyer des exemples que vous ne verrez jamais, ni sur vos chaînes télé, ni dans vos journaux. Parce que c'est un autre monde qu'il ne faut pas montrer, parce que ça contredit vos croyances. Nous avons vérifié cette liste. Pas vraiment des blogueurs. Des gens condamnés pour avoir organisé une émeute, provoqué à la haine raciale, harcelé, menacé de célébrer un meurtre sur Facebook ou sur Twitter. Et puis personne n'en a parlé. À part peut-être la BBC, le Guardian, le Mail on Sunday, le Télégraphe, l'Indépendant, c'est-à-dire toute la presse nationale. Et la plupart des journaux locaux aussi. Bienvenue dans la vérité, ou presque. Alexei Kovalev est un ancien des médias d'État russes. Il a été viré par Margarita Simonian. Depuis, il travaille pour un journal indépendant. La Russie n'a pas vraiment d'idéologie à offrir. Ce qu'elle offre à la place à ces groupes marginalisés, à l'extrême droite ou à l'extrême gauche, ou entre les deux, c'est un discours du genre « Hé les gars, vous êtes méprisés par le système, par les médias mainstream. » C'est un effet psychologique. C'est l'effet du média hostile. Il y a une guerre de l'information. Est-ce que vous êtes l'arme principale de la Russie dans cette guerre? C'est vous qui dites qu'il y a une guerre de l'information. Moi, je ne pense pas. Et s'il y en a une, vous êtes dans quel camp? En France, les meetings d'Emmanuel Macron ressemblent parfois à un immense karaoké. Lui, il ne chante pas. Dans quelques semaines, il sera ministre. Mais pour l'instant, le job de Mounir Majoubi, c'est de garder le nez dans son smartphone. Sur Internet, et presque partout, on peut tout dire avec un masque. On peut dire le pire sur chacun, tous les mensonges sur chaque projet, où toutes les paroles finissent par se valoir. Mounir tient particulièrement à l'œil les médias russes. Dans la campagne Macron, on ne leur pardonne pas un article publié par le site anglais de Sputnik. Le futur président français pourrait être un agent américain, un agent des banques. Enfin, l'article ajoute un sous-entendu perfide. Macron est soutenu par un riche lobby gay. Ça veut tout dire. Quand Sputnik diffuse une rumeur, la diffusion de cette information et de cette rumeur explose. Qu'est-ce que décide le candidat? D'aborder le sujet, d'en parler directement sur scène et devant les médias sociaux. Résultat, la rumeur s'éteint le lendemain. Ces gens-là ont réussi à nous obliger à parler d'un sujet absurde. En fait, ça s'éteint, c'est-à-dire que les gens arrêtent de le diffuser, mais c'est trop tard parce que dans l'esprit des gens, on a laissé une empreinte, on a laissé une trace, on a laissé un petit goût amer qui va rester derrière. Quand Sputnik rediffuse une information, quand Russia Today diffuse une information, pour plusieurs milliers de personnes, ça devient une information valable et acceptable. Et bam! Nous avons voulu remonter le fil de la rumeur. Macron, agent américain. Ou comment naît une fake news. Une des raisons pour lesquelles on peut avoir le sentiment que vous êtes plus agressif envers Macron que Le Pen, c'est un article comme celui-ci. Toute cette polémique créée en France, c'est pas à cause de ça.
C'est parce que Macron nous a accusés de propagande de manière tellement répétée qu'il en a fait un point de son programme. Nous n'avons jamais publié quoi que ce soit qui n'ait pas déjà été publié par un média français. Ils sont trop surveillés et ils le savent parfaitement. Ils ne vont pas faire de fake news. Si vous regardez comment ils opèrent, ils vont toujours utiliser des sources françaises, genre un politicien français ou un journaliste qui disent que Macron est un agent des Rothschild. Ils ne l'assumeront jamais eux-mêmes. En l'occurrence, ici, l'article repose exclusivement sur les accusations d'un député pro-russe de la droite française, Nicolas Dhuicq. Ils ont invité Nicolas Dhuicq pour ensemble lui faire dire ça. Et donc, Russia Today dit, Sputnik dit, attention, nous on a juste posé une question à quelqu'un qui nous a donné une information et on a diffusé cette information, c'est tout. Donc en fait, ils l'ont construite. Ça, c'est la fabrique de la fausse news qui est proche de la news. Bon, qu'est-ce qu'on en fait de ça ? Nous avons remarqué Benjamin sur Internet. Il appartient à une communauté qui partage beaucoup les informations russes sur les médias sociaux. Benjamin ne croit plus à la télévision. Quand vous voyez une information de cet ordre-là, vous pensez quoi? Vous pensez c'est vrai Déjà, c'est écœurant, pour commencer. Ouais. Et puis, il y a une part, je pense, de vérité, parce que de toute façon, M. Macron est passé de salarié, entre guillemets, à associé gérant chez Rothschild, qui est quand même la plus grosse banque mondiale où il se passe tout un tas de choses. Enfin, je veux dire, les Rothschild sont quand même connus pour avoir fait pression sur tout un tas de sujets. À mon sens, c'est une petite oligarchie Une petite oligarchie, pour rappel, c'est un groupe d'amis qui se partagent l'argent et le pouvoir. Et ils nous disent toujours, Macron, c'est le plus beau, c'est le plus gentil, il faut voter pour lui. Donc, si effectivement c'est vrai, ça ne m'étonnerait pas. Vous êtes sûr que c'est vrai? Ah non, je suis pas sûr que c'est vrai, je me dis que c'est possible. Et ça suffit pour mettre la petite graine dans la tête? C'est-à-dire? C'est un autre problème que RT et Sputnik exploitent. La défiance de plus en plus grande vis-à-vis des médias. La gauche, par exemple, elle croit que la Russie se bat contre la domination financière mondiale, celle des banques, tout ça. Heureusement pour leurs croyances, ils ignorent que la Russie est le pays développé avec les plus grandes inégalités de richesse. 10% des Russes possèdent 87% de la richesse nationale. C'est le fossé le plus profond de tous les pays industrialisés. Pour Emmanuel Macron, le président français, les médias russes sont vite devenus synonymes de robinet à fake news. Russia Today et Sputnik ont été des organes d'influence durant cette campagne qui ont, à plusieurs reprises, produit des contre-vérités sur ma personne et ma campagne. En fait, la réalité est plus subtile. Les mensonges ont été bien moins nombreux qu'on ne l'a cru. Et à part cette rumeur, est-ce qu'il y a eu d'autres choses portées par Sputnik ou RT? C'est plus ensuite un état d'esprit permanent. C'est-à-dire que si vous regardez ces deux médias-là, vous allez voir que dans plus de 90% des cas, toutes les informations au sujet d'Emmanuel Macron vont montrer une perception négative ou sombre du candidat. Et plus de 90% des informations qui vont concerner Marine Le Pen vont être des informations amélioratives, laudatives, qui vont la mettre en avant, montrer son courage. Parce que le meilleur moyen de tuer une entreprise, c'est de tuer ses clients. Parce qu'on sert le kiki des Français de plus en plus. Si on prend en toute logique ce que vous avez publié, on ressent clairement votre choix politique. En ce qui concerne Marine Le Pen, ce qui intéresse la Russie, c'est qu'elle allait trouver un langage commun avec nous. Macron a dit le contraire. Qu'est-ce que vous croyez? Qui est le plus proche de la Russie? Le 28 avril, la guerre totale est déclarée. Russia Today et Sputnik se voient interdire l'accès aux meetings du candidat Emmanuel Macron. Madame Brahim, en parlant de démocratie, est-ce que vous allez enfin accepter d'accréditer RT pour les meetings de M. Macron? Madame Brahim. Macron nous a refusé l'accréditation. Et dans presque tous ses meetings, il nous a accusés de fake.
RT et Sputnik contre-attaquent en montrant leurs journalistes bloqués sur leur chaîne mondiale dans toutes les langues. C'est une chaîne qui s'appelle RT, Russia Today. On ne peut pas vous faire rentrer. La campagne Macron vient de servir la propagande russe. RT et Sputnik ne sont que le visage public de la machine d'influence russe. Les élections de 2016 et 2017 vont révéler qu'il existe de nouveaux acteurs. Ils étaient actifs aux États-Unis pendant la campagne Trump, ils l'ont été en France et en Allemagne. Et ils sont pris très au sérieux. Je veux attirer l'attention sur un fait. Se forger son avis aujourd'hui est différent d'il y a 25 ans. Aujourd'hui, des sites diffusent des fake news, des bots, des trolls qui peuvent falsifier l'opinion. Un nouveau monde, de nouveaux mots. Ces nouveaux guerriers envahissent l'espace virtuel où nous passons désormais la moitié de notre temps. Besoin d'un lexique. Troll, agent d'influence sur les réseaux sociaux. Fake news, autrefois mieux connu sous le nom de mensonge. Hacker, pirate masqué qui détourne données et situations. Mème, image, slogan qui devient viral sur les réseaux sociaux. En 2016, une jeune Russe, moitié femme, moitié troll, va envahir Internet avec un mème en 3 portraits. On est en pleine conférence de presse de Poutine. Elle surgit avec un triptyque devant les caméras. Poutine, Marine, Trump. Cette image va être reproduite à l'infini. Maria devient le visage d'un projet politique. Un très joli visage. C'est évident, ce triptyque. Il est connu dans le monde entier. Tous les médias, presse écrite ou télé, ont montré ces images. Elles parlent d'elles-mêmes. Pas besoin d'expliquer plus ou de faire de commentaires. Évidemment, on savait que ça allait provoquer une certaine résonance. Ce triptyque, c'est le nouvel ordre mondial. En juin 2017, Vladimir Poutine admettra à demi-mot l'existence de nouveaux agents d'influence russes. Les hackers, c'est des gens libres, comme les peintres. Si le matin, ils se lèvent de bonne humeur, ben voilà, ils vont aller peindre. Les hackers, c'est un peu pareil. Ils se réveillent le matin, ils ont lu ce qui se passe au niveau international, et s'ils sont patriotes, ils commencent à écrire une riposte adéquate contre ceux qui diffament la Russie. D'après Poutine, le hacker russe est donc un franc-tireur, un électron libre. Le Kremlin n'a rien à voir avec ça. Pour comprendre qui maîtrise cette nouvelle propagande russe, il faut s'intéresser à un homme qui sort rarement de l'ombre et ne donne jamais d'interview à la presse étrangère. Konstantin Rykov. Ne pas se fier à son allure d'adolescent attardé. C'est un homme clé. Roman Dobrorotov, un journaliste d'investigation russe, a beaucoup creusé sur lui. Il n'était pas comme ceux qui ont un poste officiel ou une mission dans le cabinet du président. Mais c'était un de ses principaux serviteurs. Je ne sais pas comment appeler ce genre de job, parce qu'officiellement, il n'existait pas.
Enquêter sur Rykov n'est pas chose facile. Ses amis se taisent et ses ennemis ont peur. Voici l'une des rares apparitions publiques de Rykov, dans une émission de débat bien arrosée sur Internet. Face à lui, un blogueur d'opposition. J'affirme que tu reçois des budgets énormes de propagande pour créer des campagnes de dénigrement. Je te pose la question. Après tout ce qu'on s'est dit, après tous nos compromis, tu continues à croire que je suis derrière tout ça. Je dis que tu es le général d'une armée qui compte beaucoup de bases. Nous avons rencontré un pionnier de l'Internet russe qui vit en Belgique et qui a bien connu Rykov. Il vient de la culture de la jeunesse dorée, post-soviétique. Les gens riches. La jeunesse dorée. Et aujourd'hui, il est totalement pro-Poutine. Et il a toujours été pro-Poutine. Avant Poutine, il n'était personne. C'était juste un jeune type qui disait des gros mots sur Internet. C'est à la fin des années 90, devant les caméras, que Rykov propose ses services à Poutine. Tous les jours, il y a 11 millions de personnes qui utilisent Internet. C'est un univers parallèle. Ils ont leur propre culture. Et ce sont souvent des patriotes. Qu'est-ce que vous pouvez leur conseiller? Je voudrais vraiment que ce milieu que vous êtes en train de créer réponde aux plus hauts critères de la morale et de l'éthique. En ce qui concerne la morale et l'éthique, Rykov va prendre quelques libertés avec les consignes. Il devient député turbulent du parti de Poutine et millionnaire. En juin 2016, un site américain, Daily.com, enquête sur l'origine de sa fortune. Ils affirment qu'elle provient d'un site de rencontres tarifé, Dosug. Sur Dosug, vous pouvez trouver des partenaires pour toutes sortes d'activités sportives ou culturelles. Pour la modique somme de 150 € de l'heure, vous pouvez aller à la piscine avec Natacha, faire du cheval avec Tatiana, ou bien jouer au docteur avec Sacha. Je crois que cette histoire de pornographie, c'est assez ancien. Récemment, tout ce qu'il a fait était lié à la politique. Rykov va se révéler un maître dans l'art de créer des mèmes, de manipuler l'attention des médias. Maria, la fille au triptyque Trump, Poutine, Le Pen, travaille avec lui. La spécialité de Maria, c'est la propagande. Pour YouTube, elle avait réalisé une vidéo amateur sous les bombes à la frontière ukrainienne. На позициях в промзоне с первым мотострелковым батальоном бригады «Восток», 2-я рота, до линии соприкосновения с украинской стороной 400 метров. Украинская сторона начала интенсивные обстрелы, начиная с 5 часов вечера. По состоянию на 21 час они уже успели... Maria est en studio. La vidéo est bidon. Elle finira par fuiter, sans mettre un terme à sa carrière. Le boulot de Maria, c'est de poser dans la lumière, pendant que Rykov, lui, reste dans l'ombre. En 2016, Rykov a pris une dimension internationale. Il a construit une équipe pour venir en aide au candidat américain Donald Trump sur Internet. Le soir des élections américaines, Rykov et ses soutiens se sont réunis dans un bar de Moscou. Une caméra tourne pour un film qui sera déposé sur les réseaux sociaux.
Le suspense est intense. Maria est là. Soudain, l'info tombe. Contre toute attente, Trump a gagné. Débordé par l'euphorie, 6 jours plus tard, Rykov va livrer une étrange confession sur sa page Facebook. Il laisse entendre qu'il a participé à une opération de manipulation pour Trump. En 4 ans et 2 jours, il fallait pénétrer le cerveau de tout le monde et s'approprier les moyens de masse de perception de la réalité. Rykov peut bluffer pour se faire mousser, ou peut-être dit-il la vérité. Toujours est-il qu'il organise une immense fête à Moscou pour célébrer la victoire de Trump. Thème de la soirée, les hackers russes ont fait gagner Donald Trump. Quand Trump a gagné, c'était comme un feu d'artifice. Et si Le Pen avait été élu, tout le gouvernement russe serait mort de convulsions de plaisir. Maria est ravie, le nouvel ordre mondial est en marche. Tout cela ressemble à un happening provocateur. Mais 1 an plus tard, on découvrira que les trolls russes ont bel et bien été actifs. Saint-Pétersbourg est la plus belle ville de Russie. C'est la ville de naissance de Vladimir Poutine. Elle abrite aussi une drôle d'activité, une usine à trolls secrète. Son nom, l'Agence de recherche sur Internet. Les gens qui y travaillent fabriquent uniquement de la propagande et des fake news pour les réseaux sociaux. J'ai amené avec moi une traductrice. Hello, excuse me, can we speak with you? On peut vous parler? Vous travaillez à l'agence de recherche sur Internet? J'ai rien à dire. Qu'est-ce qu'il a dit? Que j'avais un bon accent. Nous avons finalement trouvé un jeune homme qui a travaillé dans cette usine à trolls pendant 4 mois en 2014, au début de la guerre en Ukraine. Il travaillait en russe pour les Russes. J'ai répondu à une offre d'emploi pour être créateur de contenu. Au bout de 2 jours, j'ai compris que ça clochait. Je l'ai compris dès l'entretien. La sécurité était super dure. Dès la première journée, on m'a confié un site comme s'il s'agissait d'un site ukrainien. Et on m'a dit, trouve des infos sur l'Ukraine, tu les mets à notre sauce russe et tu les publies sur le site. La ligne officielle, les trolls doivent aller la chercher dans un site créé par Rykov. Est-ce qu'il y avait aussi des choses qui étaient, ou un département qui était dirigé vers l'autre Europe, la France, l'Angleterre, l'Allemagne, etc. J'ai vu qu'il y avait des annonces où ils cherchaient des gens qui pouvaient écrire en ukrainien et en anglais. Soi-disant pour créer du contenu, mais ça voulait dire faire le troll en fait. C'est comme le travail d'une prostituée. Tu travailles, mais tu n'en parles à personne. Elle a carrément caché son visage. Ah ouais. Il y a une caméra ici, là. Et une caméra là. Vous n'avez pas honte? Pourquoi vous collez les gens? Je demande pourquoi on colle les gens et... On colle pas, on dit bonjour. Oh, lui, là, ça fait longtemps que je le surveille, hein. C'est un espion américain. T'es au courant de ses relations criminelles à lui? Je vais appeler les services secrets. Il appelle le FSB. Vous n'avez pas peur de raconter tout ça, de dire la vérité? C'est pas risqué? Je pense qu'ils ont tellement peur qu'on parle partout d'eux que leur politique aujourd'hui, c'est de ne faire aucun bruit et faire leur boulot tranquillement.
En banlieue de Saint-Pétersbourg, nous retrouvons Ludmila Savchuk, une journaliste qui a infiltré l'usine à trolls en 2015. Elle a pris quelques images en caméra cachée. C'est un grand immeuble. Le moindre bureau est rempli de gens qui travaillent sur des ordinateurs jour et nuit. Les uns sont sur Facebook, d'autres travaillent sur VKontakte, d'autres font des vidéos pour YouTube. Il y a des graphistes. Il n'y a pas de jour férié, pas de pause. Tous ces contenus sont fabriqués là-bas. En 2016, la fabrique à trolls se tourne vers les États-Unis. Dans la bataille Hillary Clinton contre Donald Trump, ils prennent violemment parti pour Trump, sans jamais révéler qu'ils sont russes. Andrei Sakharov est journaliste. Grâce à une taupe, il a réussi à prouver qu'il y avait plus de 400 pages Facebook en anglais fabriquées à Saint-Pétersbourg. Au tout début de notre enquête, on a découvert une communauté Facebook qui s'appelait Secured Borders. Frontières sécurisées. La page Facebook était suivie par 144 000 citoyens américains. Elle reprend les thèmes xénophobes de la campagne Trump. Les mèmes racistes se succèdent, partagés massivement par l'Amérique qui a peur et fondés sur des informations fausses. Par exemple, 30% des enfants d'immigrés sans papier appartiennent à des gangs. Le mème suggère « partagez si vous êtes choqués ». Ou bien, les musulmans ont inventé une nouvelle stratégie guerrière. Ils font des enfants pour remplacer les Américains blancs. Ils couvraient le programme de Trump sur l'immigration, qui était très populaire. C'est une des raisons pour lesquelles il a gagné. Les révélations d'Andrei vont déclencher une tempête à Washington. Les directions de Facebook, Twitter et Google sont convoquées au Sénat. Ils ont gagné de l'argent avec la propagande russe. L'enquête a montré que l'usine à trolls de Saint-Pétersbourg payait les réseaux sociaux pour que ces messages deviennent des publicités politiques mieux diffusées. Des gens payent des pubs avec des roubles. Ce sont des pubs politiques. Vous croisez des milliards de données tout le temps. C'est ce que vous faites. Les trucs les plus sophistiqués jamais inventés par l'homme. Google a tout le savoir que l'homme a jamais développé. Et vous n'arrivez pas à faire le lien? Tiens, des roubles et des pubs politiques? Il y a peut-être un truc qui cloche. Sénateur, c'est un signe qui aurait dû nous alerter. Et avec le recul, on l'a raté. Facebook aurait aussi dû se méfier de Sam, le pirate. Mais oui, Sam, celui qui tire sur Bugs Bunny. Un mème circulait expliquant que Sam serait désormais interdit à la télé parce qu'il portait une arme. Ce mensonge cible les propriétaires d'armes à feu pour les inciter à voter Trump. La fake news sera partagée par 215 000 personnes et vue des millions de fois. Elle venait de Saint-Pétersbourg. Ces profils Facebook, Twitter et Instagram, créés par la fabrique à trolls, ont été vus entre 30 et 50 millions de fois durant la campagne électorale américaine. Quel impact réel sur l'élection de Trump ont eu les trolls russes? Difficile de l'évaluer. Mais ils auront nourri abondamment la campagne de l'extrême droite américaine en faveur de Trump. Ainsi, au Texas, ils réussissent à organiser à distance une manifestation raciste et une contre-manifestation de musulmans.
Ils ne sont pas très nombreux, mais c'est suffisant pour sidérer les sénateurs américains. Des trolls russes ont encouragé les deux camps à se battre. Ils ont créé de la division au sein de vrais Américains. Et la fabrication de cet incident à Houston ne leur a coûté que $200. Et voilà la beauté du truc. $200, à peine le prix d'une Lada, en très mauvais état. Qui payait les salaires pour l'usine à trolls? L'entreprise de Evgeny Prigojine. C'est qui? C'est lui qui assurait la restauration des rencontres officielles au Kremlin. Ah, en fait, c'est le grand cuisinier du Kremlin? Oui, il travaillait pour le Kremlin. Il a ouvert une chaîne de restaurants à Saint-Pétersbourg qui marchait très bien dans les années 90. Officiellement, le cuisinier du Kremlin nie toute implication dans la fabrique de trolls et refuse de répondre aux demandes d'interview. Entre Poutine et la fabrique à trolls, les cloisons restent étanches. Même Andreï, l'auteur du scoop, reste prudent. Il faut que vous compreniez la structure du pouvoir. Il y a le tsar et des cercles étroits qui ont une délégation de pouvoir au nom du tsar. Il y a des gens qui ont vraiment des responsabilités, comme Rykov. À eux, il a délégué du pouvoir. Mais lui-même ne descend pas de ce cercle très souvent. Pour votre presse, il est facile de mettre Poutine partout, parce que c'est vendeur. Vous trouvez qu'on va trop vite? Oui, parfois trop vite. Ça lui donne aussi beaucoup de pouvoir à Poutine en Europe, parce que les gens pensent qu'il est tout puissant. Vous, les Européens, vous grandissez son pouvoir. Vous dites, il est responsable de ceci, responsable de cela. Il devient comme le grand méchant des contes pour enfants. Le personnage dont les enfants ont très peur. Et il arrive aussi que les Occidentaux imputent à Poutine des mauvais coups qu'il n'a pas commis. L'erreur la plus spectaculaire a été publiée par le journal américain le Washington Post. En décembre 2016, ils annoncent que les hackers russes viennent de pénétrer une centrale électrique aux États-Unis, dans le Vermont. Et ils s'émeuvent. Toute l'électricité américaine pourrait être à la merci des Russes. En réalité, l'information est fausse. Quelques jours plus tard, le Washington Post doit démentir son propre scoop. D'après des sources proches de l'enquête, il semble qu'il n'y ait pas eu d'attaque de hackers russes contre une centrale dans le Vermont. Maria a participé de très loin à la campagne de Donald Trump. Elle va s'engager à fond pour celle de Marine Le Pen en France. Le 27 mars, elle part pour Paris. Il reste 6 semaines avant l'élection présidentielle française. Comme promis, je quitte Moscou, sous la neige et le froid. Je vais aller voir le printemps à Paris. J'ai le triptyque, je l'emporte à Paris. La bande de Rykov y croit dur comme fer. Après Trump, ce sera Marine. Nous avons décidé de suivre Maria à la trace, découvrir où elle va nous mener. Elle poste tout sur Internet et échappe à toutes les demandes d'interview. Elle est à l'Assemblée nationale. Elle est avec des parlementaires français. Et il y a même le numéro de la salle, 6217. À l'Assemblée nationale, on tombe sur une rencontre du dialogue franco-russe. Maria n'est plus là. On l'a ratée.
Mais la réunion s'avère vraiment intéressante. On va rester un peu. L'Europe, la France ont besoin d'une Russie forte, qu'il ne faut pas se tromper d'ennemi. Ils sont assez discrets, mais c'est un lobby pro-russe. Il réunit des politiques et les plus grosses entreprises françaises, celles qui investissent en Russie. Le patron de Total est président d'honneur et des dizaines d'entreprises européennes sont représentées. À la tribune cohabitent un journaliste de l'hebdomadaire d'extrême droite Valeurs Actuelles, un représentant en cravate rouge de la gauche radicale et un candidat à cravate noire de droite. Ils ne partagent rien, sauf leur soutien à la Russie. Naturellement, nous mettrons un terme aux sanctions contre la Russie. C'est étonnant parce que les sanctions contre la Russie sont maintenues alors que c'est plutôt le gouvernement de Kiev qui patine sur la question. Les organisateurs de la réunion sont Thierry Mariani et Nicolas Dhuicq, le député qui a déclaré à Sputnik que Macron pourrait bien être un agent américain. Alors, quand on parle de guerre de l'information, ça c'est une réalité. Est-ce qu'il y a une guerre de l'information? Oui, il y a une guerre de l'information, c'est évident. Les guerres se gagnent bien plus aujourd'hui par l'information que par des divisions de chars. Et être présent dans les médias, ça fait partie, alors appelez ça soft power comme vous voulez, mais ça fait partie des choses qui aujourd'hui sont indispensables. C'est plus important que la guerre militaire elle-même. C'est la continuation de la guerre militaire avec moins de dégâts. Les élections, là aussi le fantasme de Poutine influençant des élections, alors que chacun sait que les États-Unis n'ont jamais influencé la moindre élection dans le monde. Voilà, là aussi double standard. Oui, l'information, ça fait partie aujourd'hui, je ne dis pas de la guerre, mais ça fait partie des instruments d'influence. Il y a une jeune fille qui s'appelle Maria Katasonova, vous n'avez pas dit? C'est pas moi. Ça fait la deuxième fois qu'on me demande. C'est une grande blonde très russe qui a une exclusivité avec RT et Sputnik. Une exclusivité? C'est original, ça. Apparemment, je ne suis pas le seul que Maria fait courir. Elle finira par m'envoyer un message personnel. Quelle chance! Samedi, je serai à Bordeaux. Pour le meeting de Marine Le Pen? Oui. Vous allez montrer le triptyque? Peut-être. Le train vient à peine de démarrer que je reçois un nouveau message de Maria. Je suis désolée, mais je suis obligée d'annuler. Ça m'embête vraiment. Je découvre qu'elle a été reçue par Marine Le Pen. Devant des caméras russes, elle lui a offert son fameux triptyque. Voilà pour le spectacle. C'est super. On est certain qu'il sera prémonitoire comme pour M. Trump. Je suis contente. Et au détour de la conversation, Maria lâche une phrase importante. Nous faisons tout ce que nous pouvons pour vous aider, sur Internet et sur les réseaux sociaux. Mais je sais, je regarde ça de près. Merci beaucoup, Maria. Vraiment, tout ce que vous faites, cette contribution à notre combat commun. Marine Le Pen et Maria partagent une conviction et une méthode. Le véritable contre-pouvoir aujourd'hui, c'est Internet. Ce sont les réseaux sociaux. C'est vous, en somme. Vous qui pouvez librement vous exprimer, trouver toutes les informations, même celles qui dérangent le système. Comme Trump, Marine Le Pen disqualifie les médias dans ses meetings. Les médias se déchaînent pour tenter de nous atteindre de leurs flèches venimeuses. Le second tour arrive et dans cette phase finale, tout va s'accélérer. Maria est rentrée à Moscou. Elle raconte son voyage à la télé. Son chef, Rykov, organise une réunion secrète du comité Marine. Sur Facebook, il précise « Journaliste interdit et téléphone portable laissé à l'entrée ». Les fake news anti-Macron décollent. La principale est lancée depuis un forum américain. Macron aurait un compte secret dans un paradis fiscal. Fake news reprise par la sphère du Front National et par Marine Le Pen à la télévision. J'espère qu'on n'apprendra pas que vous avez un compte offshore aux Bahamas ou je sais pas, j'en sais rien. Non, Madame Le Pen, parce que ça, c'est de la diffamation. La campagne française commence à ressembler étrangement aux méthodes de la campagne Trump.
Ne manque plus que le piratage des mails des collaborateurs de Macron pour que le parallèle soit complet. Il y a des centaines, voire des milliers d'attaques sur notre système numérique, sur notre base de données, sur nos sites. Au quartier général de la campagne Macron, ce matin même, un faux mail est arrivé. Il portait le nom du responsable de la campagne numérique, Mounir Majoubi. Moi, je m'appelle Mounir Majoubi. L'adresse mail s'appelait Mounir Majoubi. Donc, à une lettre près, ça passe. Et puis, en plus, ça parle de cyberattaque. C'est là où c'est drôle. C'est comme j'en ai beaucoup parlé à l'extérieur, beaucoup parlé dans la presse. En interne, je suis souvent celui qui envoie un message à tout le monde en parlant des cyberattaques. Bah là, il y a un mail qui dit « Recommandations sur les cyberattaques. En raison de nombreuses tentatives de cyberattaques, nous vous prions d'être vigilants. Vous trouverez le document en pièce jointe. » C'est terrible parce que ce serait normal que j'écrive ce mail-là. C'est pas moi qui l'ai écrit, c'est pas moi qui l'ai envoyé aux gens. Et donc les gens, ils reçoivent ce mail-là avec 2 pièces jointes qui sont des fichiers Word infectés et qui, s'ils les téléchargent, vont commencer à capturer tout ce qui se passe sur leur ordinateur et l'envoyer à quelqu'un quelque part. C'est hallucinant. C'est hallucinant. Mais après, encore une fois, on a su se défendre, on a su se protéger, on est prêt. Si on n'était pas prêt, on ne serait pas prêt à être au pouvoir dans quelques semaines si jamais on gagnait. Donc on est prêt. En fait, pas tant que ça. Le lendemain, sur une faute d'inattention, un collaborateur clique sur un mail piégé. Les hackers peuvent enfin rentrer dans les boîtes mail de 6 collaborateurs de Macron. Pierre, personne. Cédric, à En Marche. Les mails sont postés sur Internet. L'idée est de changer le cours de l'élection avec des révélations croustillantes. Mais l'ensemble de la presse française refuse d'exploiter ces données. Il y a eu une enquête qui a été publiée cette semaine par un institut indépendant, une agence de sécurité privée. Il y a un climat un peu suspicieux, il y a un climat bizarre. Il y a le nom d'un pays qui est ressorti, la Russie, qui arrive comme ça dans cette étude d'un coup. Vous avez rien qui permet de dire si c'est les Russes ou qui c'est exactement, quoi. Nous, c'est compliqué. On peut faire ça s'appelle l'attribution. En informatique, en cyberattaque, on n'a jamais un smoking gun. Impossible de coller le hacking sur le dos des Russes. Mais sur les réseaux sociaux, Maria joue la provocation. Elle publie un lien vers les mails piratés de la campagne Macron, les Macron Leaks. Ce soir à Moscou, Maria et Rykov organisent une soirée pour les élections françaises. Ils espèrent assister à la victoire de Marine Le Pen. Nous nous glissons parmi les invités. Maria est là. Elle joue les vampes. Et Konstantin Rykov sort enfin de l'ombre. Maria est à portée de micro. Vous êtes venu à Paris récemment et vous avez un peu fui les médias et les caméras. Pourquoi ? J'ai décidé de limiter les contacts avec la presse. J'ai tout mis sur Internet. Libre aux médias d'utiliser ces éléments. Sur votre Facebook, vous avez mis que c'était vous, les pirates russes, qui avez réalisé le hacking du Macron Leaks. C'est une blague ? C'était juste ironique. On se moque de ceux qui voient la main du Kremlin partout sans aucune preuve ni argument. C'est la propagande des médias occidentaux et des mondialistes. Toujours le même slogan. Pas de preuve de l'implication du Kremlin. Pourtant, à quelques pas de nous se trouve peut-être la preuve qui nous échappe depuis le début. En 2014, Rykov va être piégé par un groupe de hackers ennemis. Les pirates informatiques ont pour nom Chaltai Boltai. Ils ont réussi à craquer les téléphones et ordinateurs d'officiels du Kremlin. Des milliers de mails, de SMS, de photos. Ils ont tout posté sur Internet. Vous saviez qui c'était ? Non, bien sûr que non. Personne ne pouvait comprendre ce que c'était. C'était vraiment difficile. On est resté 1 mois à essayer de comprendre quel était le sens de ces messages et qui était derrière. Dans la masse de données, Roman découvre le contenu du téléphone d'un homme de Poutine. Il travaille au Kremlin et il est chargé de la propagande sur Internet. Il s'appelle Timur Prokopenko.
et il a de très nombreux échanges avec Rykov. Les deux hommes vont tenter d'instrumentaliser Marine Le Pen pour les besoins du Kremlin. Est-ce que tu pourrais traîner Marine Le Pen en Crimée? On en a vraiment besoin. J'ai dit à mon chef que tu étais en contact avec elle. J'essaie de savoir demain. Aujourd'hui ou demain, le FN prendra officiellement position sur la Crimée. Quelqu'un du Front National t'a contacté pour les financements? Oui, le vice-ministre des Affaires étrangères lui téléphonera. Le 17 mars 2014, Marine Le Pen soutient officiellement l'annexion de la Crimée par la Russie. Marine Le Pen affirmera tout ignorer de l'existence de Rykov. Mais pour celui-ci et pour le Kremlin, il s'agit d'une opération réussie. Le point de vue russe est claironné par l'un des premiers partis de France. Elle n'a pas trahi nos attentes. Il faudra d'une manière ou d'une autre remercier les Français. C'est important. Un homme du Kremlin aurait donc transformé Marine Le Pen en agent d'influence par l'intermédiaire de Rykov. Rykov est dans le bar. C'est l'occasion ou jamais de lui poser la question. On peut faire une interview? Pas moi, pas moi. Pourquoi pas? Vous êtes l'architecte de tout ça. Rykov passe l'essentiel de son temps dans cette alcôve, dont l'entrée semble gardée. Sur la scène, Maria fait le spectacle. Je décide de me glisser. Juste une question. Sur Internet, j'ai vu que vous aviez un échange avec Prokopenko du Kremlin pour aider Marine Le Pen. C'est pas moi. C'est pas vous. C'est un fake. C'est un fake. C'est des gars qui ont inventé cette histoire avec Prokopenko. Chaltai Boltai? Oui. Est-il possible que l'échange de SMS entre l'homme du Kremlin et le patron de Maria soit un faux? Non, c'est impossible. On a vérifié plein de fois. Ce sont des SMS 100% authentiques. Mais bien sûr, j'aurais été surpris que Rykov le confirme. C'est très sensible tout ça. Vous dites que vous n'avez pas aidé Marine Le Pen, mais vous l'aidez maintenant. Juste comme un fan club. Ça n'a pas de lien avec le gouvernement officiel. Le mieux, c'est que vous demandiez à Maria. Ah ok. Lui, il reste dans l'ombre et elle parle. Oui, il n'aime pas être filmé. Ok, ici, c'est le cabinet de l'ombre. Le gouvernement secret. Mais quelque chose comme ça. Juste un fan club. C'est la version officielle de Rykov. Mais quelques semaines plus tard, sur un site internet russe, un journaliste réussit à lui arracher quelques mots sur son rôle central dans les campagnes pour Trump et Marine Le Pen. Aujourd'hui, notre invité est le personnage le plus mystérieux de l'Internet russe, Konstantin Rykov. La guerre de l'information, tu connais? Je connais un peu, oui. Et alors? Je connais, c'est tout. Des détails? Pourquoi avons-nous combattu? Pour qu'Hillary ne devienne pas présidente. Même si le diable avait été candidat à la présidentielle, on l'aurait soutenu. Raconte, c'est intéressant. Écoute, qu'est-ce qui intéresse les médias modernes? C'est savoir ce que Trump peut apporter de nouveau. On a travaillé là-dessus, on l'a favorisé, et on a entraîné les Américains derrière nous. On a réussi notre coup, Trump est président. Marine, malheureusement, n'est pas devenue présidente. Je ne participerai plus jamais à ce genre d'histoire. Un truc a marché, et pas l'autre. L'histoire aurait pu se terminer là, sur une manipulation ratée et une moue déçue de Maria. Mais dans le restaurant ce soir, je remarque un visage qui ne m'est pas inconnu. Pierre Malinowski, un Français. Cet ancien militaire est assistant de Jean-Marie Le Pen.
il est très souvent en Russie. Il admire éperdument Poutine. Coup de chance, c'est un fumeur. J'échange quelques mots avec lui dehors. Il lâche un scoop sans faire trop attention. Poutine, en fait, je pense, c'est un stratège. Regardez quand Marine Le Pen est venue, il l'a reçu, c'est quand même exceptionnel, hein, parce que vous savez qu'il l'avait rencontré déjà 2 fois avant, officieusement, là il l'a reçu officiellement. Pourquoi elle l'a vu officieusement 2 fois? Qui avait choisi de le garder secret? Poutine n'avait pas intérêt à s'afficher avec Marine Le Pen, il ne savait pas comment ça allait se passer dans les 2 années à venir, ce qui est tout à fait logique. Vladimir Poutine, en personne, aurait donc rencontré secrètement la chef du plus puissant parti d'extrême droite européen à 2 reprises. C'est un investissement énorme. Et rien n'est gratuit en ce bas monde. Que voulait Poutine du Front National? Quel était son plan? Nous voulions le demander à Marine Le Pen en personne, mais nos demandes sont restées sans réponse. Bonjour. Bonjour Madame Le Pen. On aurait une question à vous poser sur la Russie. Les rencontres avec Vladimir Poutine, vous pouvez nous en parler? Rencontre confidentielle avec un des hommes les plus puissants de la planète. Écoutez, ayez un peu d'éducation et vous obtiendrez beaucoup plus. Emmerich Choprad, lui, savait. Même si l'ancien monsieur Russie au Front National n'a pas assisté en personne aux rencontres. Moi, j'ai l'information pour une fois. Il voulait d'abord la connaître. Curiosité. Comme au poker, il voulait voir avant d'abattre. Exactement. Et Marine Le Pen va ramasser gros en Russie. Plus de 12 millions d'euros. C'est le montant de 2 prêts bancaires russes au Front National en 2014 et 2016. Des prêts qui auraient dû rester secrets et qui ont été révélés par le journal Mediapart. Officiellement, il s'agit d'opérations commerciales sans contrepartie. Pas de donnant-donnant avec le Kremlin. Mais on peut douter. L'homme qui a négocié l'argent russe est un discret député européen, Jean-Luc Schaffhauser. Il affirme avoir travaillé comme intermédiaire pour Total, Dassault, Thales en Russie, et y avoir été envoyé la première fois par le pape Jean-Paul II en 1989. Il est au courant de tout. Le seul problème, c'est qu'il n'aime pas beaucoup les journalistes. Il va falloir gagner sa confiance. Je sais juste qu'il est très catholique et un peu sanguin. Allô? Oui, bonjour Monsieur Schaffhauser. J'aurais voulu savoir si c'était possible d'avoir une interview un peu en profondeur avec vous sur les relations entre le Front National et la Russie. Non, je ne m'exprime pas sur ce sujet. C'est une politique, moi, maintenant. Je ne réponds plus aux journalistes. La politique de la chaise vide, moi, me semble pas la meilleure idée. Mais l'histoire racontée a remplacé l'histoire réelle. De toute façon, il n'y a pas d'histoire réelle pour un certain nombre de gens. Il n'y a que... de la perception. Il n'y a plus de vérité. On est dans le subjectivisme absolu. Ça fait un bout de temps. Moi, je me dis que les politiques, c'est devenu des gestionnaires de la perception, quoi. Ils sont plus du tout dans le réel. Oui, je suis d'accord avec vous. C'est le péché originel. Vous voyez ce que je veux dire? Mangeons de l'arbre du bien et du mal. Il n'y a plus de bien, il n'y a plus de mal. L'homme fait le bien, l'homme fait le mal. Et il se croit Dieu. J'ai reçu l'aide de Dieu en personne. Nous avons touché une métaphore biblique. La discussion change de ton. Mais si vous voulez vous battre pour la vérité, je suis prêt à vous aider. Selon nos informations, Marine Le Pen a rencontré à 2 reprises Vladimir Poutine. Pourquoi l'avoir dissimulé? Je n'ai rien à dire là-dessus. Voilà. J'ai décidé de ne rien dire là-dessus. J'ai des choses à dire, je ne dirai rien. Voilà. Je considère que ça relève de secrets personnels et d'État. Des secrets d'État entre le Front National et Vladimir Poutine. Ça commence bien. Restait à connaître le rôle exact de Poutine dans le déblocage des millions d'euros. Officiellement, aucun. Vous vous trouvez dans une situation où un parti ne trouve nulle part un financement. Aucune banque française. Et donc, je me suis tourné vers des amis qui avaient ces relations, donc évidemment, M. Babakov, pour lui demander, nous sommes dans une situation très difficile. Et c'est comme ça que les choses se sont mises en place. Mais ce monsieur Babakov n'est pas un banquier comme les autres. Il travaille dans l'administration de Vladimir Poutine. Celui-ci lui a confié une mission, s'occuper des Russes à l'étranger.
Monsieur Babakov, c'est un homme du Kremlin, on va appeler les choses par leur nom. C'est un envoyé spécial. D'accord, moi je ne l'ai pas connu comme cela. Moi je l'ai connu lorsqu'il était un des responsables des banques régionales. Mais M. Schaffhauser, vous saviez quand même qu'il était membre, qu'il était conseiller proche de Poutine au moment où vous allez le voir. Je suis d'accord avec vous que je le savais. Donc ça veut dire que Vladimir Poutine a donné son blanc-seing aux emprunts. Non, parce que sinon nous aurions fait les choses beaucoup plus simplement. Nous nous serions tournés vers les grandes banques. Là. Pour moi, en tout cas, c'est un geste politique. C'est-à-dire que c'est un soutien du pouvoir russe. Je ne crois pas qu'il faut au dire Front ça. National. Il ne faut pas dire cela. Il faut dire qu'il n'y a pas eu d'opposition du pouvoir politique. Car effectivement, s'il y avait eu une opposition, cette chose n'aurait pas pu se faire. Babakov, je savais qu'il était dans le premier cercle. Ce qui ne veut pas dire, je reviens là-dessus, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dire, qu'il y a eu un... Non. Non, parce que les choses... Il n'y a pas eu un veto. Il n'y a pas eu de veto, mais... On peut penser que c'est très ressemblant. Le fait d'autoriser et de ne pas mettre son veto, c'est très ressemblant quand même. Non. Non. Et pourtant si. Émeric Choprad, dont la parole est désormais libre, révèle le véritable projet du Kremlin concernant le Front National. Et il ne s'agit pas d'une opération commerciale. Après tout, on ne voit pas pourquoi un pays ne s'offrirait pas un relais d'influence. Que le Kremlin ait cherché à faire du Front National sa caisse de résonance, la caisse de résonance de ses intérêts, c'est possible et c'est compréhensible. Mais je ne crois pas qu'on puisse faire grief à un État, quel qu'il soit, de chercher à avoir des relais d'opinion et des amis, et même de contrôler un peu ces amis-là. Ayons une analyse équitable des choses et regardons ce que nos amis américains font eux aussi. Russes contre Américains. Bloc contre bloc. Le retour de la guerre froide. Dans ce nouvel échiquier des pouvoirs, le Front National n'est qu'une pièce mineure. C'est en Ukraine que cette nouvelle guerre froide est devenue vraiment visible. En 2014, la rue renverse un gouvernement proche de Moscou. Les insurgés ukrainiens veulent quitter le giron de la Russie. Les États-Unis soutiennent ouvertement le changement de régime. Le monde libre est avec vous, l'Amérique est avec vous, je suis avec vous. Pour les Russes, c'est un coup d'État hostile à leur porte. Ils vont appuyer militairement une insurrection des populations russes de l'Est de l'Ukraine. Et ils annexent la Crimée. Deux guerres se mènent en parallèle, celle des armes et celle de l'information. Dans Russia Today, on accuse faussement les Ukrainiens de des bébés russes. Tandis que dans l'autre camp, certains journalistes occidentaux se taisent sur les exactions des milices ukrainiennes les plus violentes. Un exemple étant le portrait de l'Ukrainienne Vita. L'auteur, un journaliste français, avait omis de signaler qu'elle était nazie et que son bataillon était accusé par Amnesty International d'exécuter des civils pro-russes. Lors du conflit ukrainien, les Russes vont s'estimer victimes de russophobie. Pour eux, la guerre médiatique est désormais totale. Au sein des médias d'État, il existe un club d'experts en guerre idéologique, dirigé par Olga Zinovieva. Ils organisent des colloques et publient des articles. Un de leurs textes majeurs sera publié par Sputnik et traduit dans de nombreuses langues. Il s'agit ni plus ni moins d'un traité de guerre médiatique. Malheureusement, la Russie est elle aussi obligée de recourir aux armes de la guerre de l'information. La guerre d'information contraint à des actions regrettables. Olga Zinovieva habite à l'université de Moscou. Vous vous souvenez de ce texte? Oui, plus ou moins. Vous devez rester campé sur vos positions. Vous vous battez pour votre pays. Vous êtes responsable pour votre pays. Donc, de ce point de vue, toutes les idées, tous les moyens, toutes les possibilités sont les bienvenues.
Même l'utilisation de fake news? Non, pas du tout. Parce que c'est comme ça qu'on pourrait interpréter votre texte. Vous savez, je crains que la traduction ne soit pas correcte. Je ne l'ai pas lu du début à la fin, donc je m'excuse. Mais il me serait impossible d'utiliser de tels mots. Ne pas se justifier des accusations de falsification car l'Occident utilise les mêmes méthodes. Non, non. C'est absolument... C'est pas bien traduit? J'ai bien peur que ce ne soit pas bien traduit. C'est un faux. Ah bah ça vient de Spoutnik. Oui, je sais. Mais je dois voir... il faut que je regarde cette traduction. Merci beaucoup. Aujourd'hui, la stratégie d'influence de la Russie s'étend sur toute l'Europe. En Allemagne notamment, où il existe une communauté russe de plus de 4 millions de personnes. En janvier 2016, une affaire a été largement exploitée par la propagande russe. Dans le quartier russe de Berlin, Marzahn, une jeune fille de 13 ans, Lisa, affirme avoir été par 3 réfugiés arabes. La police n'arrête aucun coupable dans les heures qui suivent. Le site Spoutnik en allemand dénonce le photo qui fait peur à l'appui et l'impunité dont bénéficient les réfugiés. Des manifestations de Russes allemands éclatent. Le leader de l'association russe-allemande la plus conservatrice est Heinrich Groth. Presque dans 100 villes, dans toute l'Allemagne, se sont formées des manifestations. Partout. Environ 30 000 personnes et plus sont sorties dans la rue. Avec lui, l'affaire de Lisa devient une campagne anti-réfugiés. Depuis la nuit du Nouvel An à Cologne, il y a eu presque 1000 femmes allemandes victimes de violences de la part des réfugiés. C'est une catastrophe. Nous étions très en colère aussi contre le gouvernement. Et cela avait un rapport avec les migrants, dans tous les cas. Les migrants étaient un point brûlant pour nous. C'est un sujet qui énervait tout le monde. En Allemagne, près d'1 million de migrants sont accueillis après 2015. Un sujet dont va s'emparer l'extrême droite et la propagande russe. À Berlin, dans le quartier russe, un militant de terrain va tenter de faire entendre une voix dissonante. Alexandre Reiser est russe lui aussi. Il dirige une association multiculturelle très active. Il est connu dans la communauté. Et il se rend lui aussi aux manifestations, jusqu'au jour où il craque. Le gars à la tribune, il criait « Notre fille Lisa a été pendant 30 heures par 5 Arabes !» Il donnait tellement de détails, ça m'a énervé. Alors j'ai crié au milieu de la foule « L'enquête, elle doit être faite. Je suis contre qu'on mente et qu'on accuse les Arabes, alors qu'on n'en sait rien. Arrêtez de mentir à la tribune. » Dégage-le, sinon je le défonce, lui. On m'a téléphoné pour me menacer. Ils m'ont dit qu'ils allaient m'effacer de la surface de la terre. Ils m'ont dit qu'ils allaient m'attraper, qu'ils allaient me détruire. Alors forcément... Les Russes ont tout de suite mis les faits sur la table. Plusieurs chaînes russes l'ont fait dès le début. Un sujet de la principale chaîne de télévision russe, très regardée, va mettre le feu. La police les couvre. Les policiers ont mis la pression sur l'enfant et l'ont forcé à dire que c'est elle qui a séduit ces hommes.
2 semaines plus tard, l'affaire change de dimension. Le plus proche collaborateur de Vladimir Poutine, le ministre des Affaires étrangères russe en personne, se prononce officiellement sur l'affaire de la petite Lisa. Il est évident que la fillette n'a pas disparu de son plein gré pendant 30 heures. La vérité et la justice doivent triompher dans cette affaire. J'espère vraiment que sur les problèmes de migrants, on ne va pas être dans le politiquement correct et camoufler la réalité. Pour Alexandre Reiser, qui a osé exprimer des doutes, la vie va devenir un enfer. Il subit une attaque de trolls. Le pire, dans cette campagne contre moi, je l'ai appris 1 mois après toute cette histoire. Un faux profil à mon nom a été créé sur un réseau social. Un profil où on disait que j'étais gay. Non seulement un gay, mais une caricature de gay. Regardez, c'est moi avec les fleurs et c'est écrit « Je suis homo et j'aime ça ». Et il y a mon adresse et mon numéro de téléphone. Venez me voir à cette adresse. L'homophobie est très présente dans la société russe. Quand on sait qu'une personne est gay, elle perd toute sa crédibilité. Parce que cette personne devient un citoyen de seconde classe. Ça ne sert à rien de lui parler. C'est un gay. Et vous pensez que ces attaques qui sont assez sophistiquées contre vous, ça peut avoir été fait par des professionnels, par des trolls professionnels? Mais qui ferait ça gratuitement? Ça demande beaucoup de travail. La police allemande finira par rendre les conclusions de son enquête. La jeune fille a menti. Il n'y a jamais eu de... Oui, c'était faux, en effet. C'était une erreur, mais ça vient du mensonge de la fille, qui n'a pas dit la vérité. L'affaire d'État de la petite Lisa se dégonfle, mais dans la tête de nombreux Russes d'Allemagne, la peur des migrants persiste, notamment parce que le fiancé de Lisa était d'origine turque. Tous les migrants obtiennent la nationalité allemande. Le SPD va bientôt l'accorder directement à la frontière, la nationalité. Mais ça ne change rien ici. Celui qui arrive en migrant reste un migrant, qu'il ait un passeport allemand ou un autre passeport. Quand tu es un arabe, tu restes un arabe. C'est comme les Turcs. Lors des dernières élections, Heinrich Groth, le président de l'Association des Russes d'Allemagne, a apporté son soutien au parti d'extrême droite Alternative pour l'Allemagne. L'AfD doit une grande partie de son succès au vote de la communauté russe d'Allemagne. Elle est le seul parti qui ait traduit son programme en russe. En septembre 2017, l'AfD fait son entrée au Parlement allemand. C'est la première fois que l'extrême droite y pénètre depuis la guerre. Alexandre Gauland est le leader de l'Alternative pour l'Allemagne. Nous profitons bien sûr des erreurs des autres. J'ai dit que l'erreur principale de Mme Merkel a été la politique d'accueil des réfugiés. Pour notre parti, cette politique a été comme un cadeau. En Allemagne, la peur des migrants et des musulmans s'exprime ouvertement chaque lundi depuis 2014 dans la rue. Le mouvement Pegida fédère quelques dizaines de milliers d'Allemands hostiles à l'ouverture du pays. Au milieu des manifestants, on aperçoit des drapeaux russes. Poutine est contre le système. Il a une politique réaliste pour son peuple. Et parfois même des drapeaux mi-allemands, mi-russes.
Vous espérez une aide des Russes dans votre combat? Oui, j'espère. Ce ne sont pas nos ennemis, c'est pas la Russie qui nous agresse. Vous avez l'impression que la Russie peut remettre de l'ordre en Europe? J'en ai le sentiment et l'espoir. Je l'espère très fort. Aujourd'hui, il y a aussi Lutz Bachmann, le fondateur de Pegida. Depuis des révélations de la presse le montrant déguisé en Hitler, il n'aime pas beaucoup les journalistes. Bonjour, on peut vous poser une question? Nein. Warum? Nein. Nein. Bachmann finira par s'exprimer dans son discours. Je vais vous dire ce que je ressens, moi, depuis les attentats. J'ai l'impression d'être déjà en guerre. Et quand on est en guerre, on peut limiter jusqu'à un certain degré la liberté de religion. Des contre-manifestants sont là. Eux soutiennent l'accueil aux réfugiés. Ne pensez surtout pas que vous allez réussir à déranger notre manifestation. On est déterminés. C'est nous les vrais patriotes. Ils aiment le style autoritaire de Poutine. Ils sont attirés par les mouvements nationalistes. Ils aiment Trump aussi, et Marine Le Pen. C'est pas spécifique à Poutine. Mais la Russie est le seul régime autoritaire. C'est pourquoi vous voyez tous ces drapeaux. Le Pen, OK. Le Pen, OK. Le Pen, OK. La plupart des membres de Pegida votent pour l'alternative pour l'Allemagne. Vous avez reçu un soutien financier de la Russie? De la part de la Russie? Nous n'avons aucune relation financière avec la Russie. Et à la différence du Front National, nous n'avons jamais demandé d'argent. Personnellement, je n'ai connaissance d'aucun soutien financier de la part de la Russie. Il y a une jolie phrase de Bismarck. Jamais d'argent en provenance de pouvoirs étrangers. Nous n'accepterions jamais d'argent en provenance d'un autre pouvoir. Ce serait acheter de la politique. Pour cette même raison, je désapprouve aussi le comportement de Madame Le Pen. Mais ça ne me regarde pas. En 2015, pourtant, une puissante fondation religieuse russe ultra-orthodoxe, très active en Europe occidentale, a pris en charge un voyage d'Alexandre Gauland en Russie. Un voyage qui est resté très discret. Il y a eu une invitation adressée à quelques députés du groupe AfD de Brandebourg de la part d'une fondation russe. Nous avons passé une journée à Saint-Pétersbourg. Mais ces contacts n'ont à ce jour pas été poursuivis. C'était une discussion tout à fait normale, qui a duré la matinée. Il y avait des gens que je ne connaissais pas, des gens du parti Russie Unie et un conseiller en politique étrangère de Poutine, dont j'ai oublié le nom. Je suppose que c'est la fondation Saint-Basile, celle qui est gérée par M. Malofeev. Oui. Konstantin Malofeev est un personnage décisif dans l'influence russe en Europe. Il est richissime. Il a créé une fondation religieuse et il s'est servi de l'argent pour tenter de créer un réseau européen des partis d'extrême droite. Du FPÖ autrichien qui est au pouvoir aujourd'hui, au Front National français ou à l'AfD en Allemagne. Emmerich Schoprad a fait partie de ce projet. Il y a cette idée de coaliser un petit peu ses forces et de faire évidemment la Russie un peu le centre de la coalition de toutes ces forces. Et c'est dans cette logique que Malofeev. C'est un projet de société, c'est vrai que c'est un projet d'influence, mais attaché à la défense de la famille et des valeurs traditionnelles. Malofeev
a créé une télévision ultra-conservatrice pour promouvoir ses idées en Russie. Officiellement, il ne roule pas pour le Kremlin. C'est très byzantin. Regardez ces peintures. C'est comme une église. Konstantin Malofeev a accepté de nous rencontrer. Ses interviews sont rares. Nous voulons une Europe indépendante, qui pense à ses propres intérêts et pas à ses idées mondialistes d'un nouvel ordre mondial, libéral, tolérant pour les homosexuels. Sortez de l'OTAN, sortez de l'Union européenne. Moi, je veux la France de Louis XIV. En France, Malofeev a discrètement aidé Jean-Marie Le Pen en 2014. J'ai de la sympathie pour Jean-Marie Le Pen. Et je crois que c'est un homme avec un grand H. C'est une personnalité. Et dans la politique française, il y a un gros manque de caractère. Comment vous l'avez aidé, avec de l'argent? J'ai des amis et ces amis sont motivés pour aider des politiciens. Vous les avez mis en contact alors? Oui. Je me suis laissé dire que vous étiez plus proche du mouvement contre le mariage gay que du Front National. C'est sûr. Mais moi, je ne les appelle pas anti-gays, je les appelle anti-sodomites. Ouais, c'est pas restreint aux gays, cette pratique. Sodomite, c'est le mot de la Bible. Et c'est bien de l'utiliser. Pour moi, la famille est le dernier rempart. En 2013, en France, des manifestants contre le mariage gay se tournent ouvertement vers la Russie. La Russie est un pays qui défend encore la famille et le mariage. Or, les atteintes aux droits de l'homme se multiplient en France. Nous avons découvert que Malofeev avait financé certains d'entre eux, notamment une association dirigée par Fabrice Sorlin, un catholique ultra. Poutine, aide-nous! Poutine, aide-nous! Est-ce que vous accomplissez une partie de l'agenda de Poutine? Je vous le demande très franchement. Peut-être, mais pas parce qu'il me l'a demandé. C'est ma vision, je suis très indépendant. Quand j'ai commencé cette enquête, je me suis demandé si la guerre de l'information était l'antichambre de la vraie guerre, celle qui sème la mort. La réponse à cette question, je vais la trouver sur le pavé de Moscou. En mai, en Russie, c'est la saison des défilés militaires. Ils célèbrent leur victoire sur les nazis en 1945. C'est l'occasion d'un défilé avec les armes dernier cri. La démonstration de force dure toute la matinée. Mais la foule, au fond, est relativement clairsemée. Dans l'après-midi, il y a un autre défilé. 700 000 personnes, sans canon et sans blindés. Juste des portraits. Les familles viennent rendre hommage à la mémoire de leurs parents morts pendant la Seconde Guerre mondiale. En Russie, même la droite la plus radicale est anti-nazie. Je représente un peuple qui a souffert du nazisme, plus que n'importe lequel. La mort a frappé, presque à chaque porte. Regardez, je tiens les photos de 2 familles. Je n'aurai jamais assez de mains pour porter les photos de tous les morts de nos familles. Il y en a une qui a été torturée, comme un animal, jusqu'à la mort. Je ne veux pas que ça reste que dans ma mémoire. Je veux que les horreurs de cette guerre traversent toutes les générations. Konstantin Malofeev œuvre à reconstituer un axe nationaliste radical en Europe. Un axe qui intègre de nombreux néo-nazis. Je peux vous montrer quelques images?
Ceci a été filmé le 1er mai au meeting de Jean-Marie Le Pen. Bleu, blanc, rouge, la France aux Français. Écoutez ce gars. Macron, je le ferai en voyage en Pologne. Hein. Un aller simple. À Auschwitz. Et puis, il y a des grandes douches aussi. Il y a des grandes douches. 6 étoiles. Je suis national-socialiste, mon pote. Islam hors d'Europe! Islam hors d'Europe! Moi, je ne trouve rien à reprocher à Jean-Marie, là. Vous avez juste fait un film avec un type dans la foule. J'ai pas de doute que le type que vous me montrez a l'air d'un nazi. Vous savez que parmi les fondateurs du Front National, certains d'entre eux ont été à la Waffen-SS, comme Léon Gauthier. Vous êtes conscient de ça? Je pense qu'on ne peut pas blâmer les gens pour leur passé 50 ou 60 ans plus tard. Est-ce que vous avez peur qu'un jour la guerre puisse revenir en Europe? Oui. Il va y avoir une guerre, vu ce qui se passe. Bien sûr. Il y aura une guerre. Parfois, on regarde la télé et on se dit que cette histoire recommence. Ça fait très peur. On veut plus jamais de guerre. Dites ça à toute l'Europe, s'il vous plaît. Il était coiffeur. C'était un papa comme les autres, avec 3 enfants. Le seul souvenir de mon papa. Je suis très triste, il me manque tellement. Vous savez, ce sentiment terrible quand une personne vous manque et vous vous rendez compte qu'il ne reviendra jamais. C'est affreux. C'est mon seul grand souvenir de lui. Merci de nous rendre visite. Bon courage, beaucoup de bonheur à vous. Je vous souhaite de ne jamais connaître ce que nous avons vécu.